chez la femme. Son appareil génital, il est composé de gonades femelles, les ovaires, des voies génitales et aussi l'organe copulateur. Ce qui va nous intéresser, c'est l'ovaire. L'ovaire, là où sont produites les cellules sexuelles femelles, c'est-à-dire les ovules. Bien sûr, il faut bien qu'on saisisse la manière dont elles sont produites, ces cellules, d'une manière, bien sûr, cyclique, c'est-à-dire un cycle de 28 jours. Alors, comment ça va se passer au niveau, bien sûr, de ces gonades? Tout simplement, on va trouver des follicules quand on va faire une coupe longitudinale qui a différentes étapes. Chez la lapine, par exemple, on va trouver bien sûr des follicules primordiaux, des follicules secondaires et des follicules mûrs. Alors là, concernant les follicules primaires, tout simplement, il y a une cellule qui est en plein développement, c'est-à-dire en plein reproduction, c'est-à-dire vous avez une certaine différenciation qui va se faire pendant ce cycle, c'est-à-dire une méiose, une division cellulaire. Alors, la division cellulaire, c'est un ovocyte qui va se trouver dans un follicule où on y trouve pas mal de cellules folliculaires, comme vous les voyez là, autour bien sûr de cette cellule initiale, avec une cavité qu'on voit au niveau bien sûr de cette follicule secondaire, la membrane pellucide, et ça va évoluer dans un sens jusqu'à bien sûr qu'on ait une certaine maturité. Cette maturité, c'est quoi? C'est l'ovulation qui se situe aux environs du 14e jour de ce cycle. Et bien sûr, une fois bien sûr l'ovule libéré, à un certain stade de la division, on va se retrouver avec un corps jaune, produisant bien sûr des hormones. Je parle bien sûr de la progestérone et de l'œstradiol, qui vont bien sûr contrôler d'une certaine manière le cycle sexuel. Et M. Nahal va vous donner bien sûr davantage des détails concernant bien sûr l'action de ces deux hormones. Donc ce gonade femelle, on peut le considérer comme une glande mixte, c'est-à-dire une glande endocrine produisant des hormones et une glande exocrine, c'est-à-dire productrice de cellules. Une cellule sexuelle qui va bien sûr être libérée au 14e jour du cycle. Et on va attendre, on va bien sûr là, une fécondation dans le cas où les spermatozoïdes vont s'y trouver au niveau de la trempe de Fallope. Ça concerne bien sûr le gonade femelle chez la femme. Maintenant, on va passer chez l'homme. Chez l'homme, bien sûr, les organes génitaux comprennent les gonades mâles, c'est-à-dire 2 testicules, des voies génitales, qu'on appelle spermiductes, accompagnés d'organes annexes, et l'organe copulateur, bien sûr, où on appelle le pénis. Ce qui va nous intéresser, bien sûr, le testicule, qui rappelle par sa forme l'ovaire. Mais il est plus renflé, un peu plus volumineux. Sa longueur varie de 4 à 5 cm. Il est coiffé par l'épididyme, c'est un organe en cimier, bien sûr renflé, en massue, présentant une queue effilée, d'où par le spermiducte. Testicules et épididyme occupent l'une des loges, le scrotum. Ce sont 2 bourses qui se trouvent bien sûr à l'extérieur de notre organisme. C'est une question bien sûr de température. C'est un sac cutané homologue des grandes lèvres de la vulve. Alors, si on va essayer de faire une coupe au niveau du testicule, on va trouver bien sûr pas mal de faisceaux. Et chaque faisceau, bien sûr, présente un tube séminifère. Entre les tubes séminifères, nous avons des amas cellulaires. C'est des cellules
qui produisent bien sûr une hormone, testicule, donnant bien sûr les caractères génitaux du mâle. Et à l'intérieur des sacs, c'est-à-dire de ces faisceaux, les tubes séminifères, il va y avoir bien sûr une certaine évolution des cellules d'une manière centripète et non pas centrifuge, c'est-à-dire de la paroi du tube vers le centre, où on y trouve bien sûr des spermatogonies qui vont évoluer en spermatocytes, c'est la division cellulaire, c'est la méiose, puis en spermatides et les spermatozoïdes en fin de compte. Donc ces spermatozoïdes, une fois formés, une fois se développés, vont prendre une direction vers l'épididyme pour attendre bien sûr leur évacuation, c'est-à-dire une éjaculation. Et cette division, elle se fait d'une manière continue, c'est-à-dire la production des cellules sexuelles mâles se font bien sûr d'une manière continue. Par contre, les cellules sexuelles femelles, elles se font d'une manière cyclique, c'est-à-dire des cycles de 28 jours. Donc la production, elle est plus importante de cellules sexuelles mâles qu'une cellule, elle peut être bien sûr produite durant tout un cycle, c'est-à-dire durant tout un temps qui équivaut à 28 jours. Voilà la différence entre l'ovogénèse et la spermatogénèse. Bon, maintenant, si on va discuter un petit peu le gonade mâle, chaque tube séminifère, il est bien sûr, c'est-à-dire présenté en pelote, il est pelotonné. Si on va étirer, si on va bien sûr rendre droit le tube séminifère, on va les rassembler, etc., ça fera quand même 1 kilomètre de distance pour chaque testicule, pour vous dire la production qui se fait d'une manière continue. Donc, cette spermatogénèse, elle s'effectue bien sûr dès un certain âge, un âge chez le garçon de 12 ans, 13 ans, et jusqu'à la mort. Contrairement à la femme, bien sûr, elle se situe, cette production de cellules, entre la puberté, 12 ans, 13 ans, jusqu'à la ménopause, 52 ans, 10 ans, 52 ans. Après 52 ans, la femme, elle ne produit plus de cellules sexuelles. Voilà, tout ça, c'était prévu, bien sûr, qu'on le discute au niveau d'un travail pratique en fin d'année. Le Polycup, vous l'avez, donc je vais vous le présenter. Alors, vous avez la page 1, chez la femme, concernant la reproduction, l'appareil génital femelle, l'ovaire. Donc, vous avez bien sûr tous les détails importants concernant cet ovaire. Au niveau de la page 1, vous l'avez devant vous. Aussi, la page 2, vous avez une coupe détaillée concernant les différents ovaires. Les différents ovaires. Un ovaire primordial entouré de quelques cellules folliculaires. Voilà. Là, vous avez bien sûr l'ovule, quelques cellules folliculaires. Au niveau, bien sûr, ces follicules primaires. Un follicule secondaire, donc, nous avons une première couche, une première couche de cellules folliculaires. Au milieu, vous avez la cellule sexuelle qui est en voie de méiose, en voie de division. Et là, vous avez, bien sûr, plusieurs couches, concernant, bien sûr, un follicule secondaire. Vous avez la première, la deuxième, la troisième couche, et une membrane pellucide. La membrane pellucide, la voici, elle délimite bien sûr l'ovule des cellules folliculaires. Voilà. Et une fois mûr ce follicule, eh ben, on va y trouver bien sûr une cavité folliculaire, c'est-à-dire un liquide qui va pousser la cellule sexuelle vers la périphérie du follicule. Et cette périphérie, c'est-à-dire du follicule, va être collée à la périphérie de l'ovaire pour qu'il y ait une ovulation, c'est-à-dire cet ovocyte
au stade 1 va être libéré, au stade 1, je dis bien stade 1, c'est-à-dire la mitose réductionnelle qu'on va discuter la fois prochaine, qui va être libéré pour laisser derrière ce qu'on appelle le corps jaune. Le corps jaune. Et là, vous avez bien sûr des coupes. Voilà, une coupe ici d'un follicule secondaire, et là, vous avez un follicule mûr, qu'on appelle un follicule de Graaff. Voilà. Et là, vous avez une coupe du muscle utérin. Pourquoi? Parce que ces cellules doivent se déplacer d'une certaine manière pour l'anidation, c'est-à-dire pour que, grâce à la formation, bien sûr, parce qu'il y a un cycle aussi, qu'on appelle utérin, il va y avoir là-bas, bien sûr, un développement d'un épithélium qui va présenter des creux, des puits, où va être nichée la cellule œuf dans le cas où il y aurait une fécondation. Voilà pour la page 2. Alors, la page 3, chez l'homme, vous avez une coupe là, belle coupe, où on effectue au niveau d'un testicule, où vous avez ici trois petites parties concernant 3 tubes séminifères, et au milieu, là, vous avez les cellules interstitielles, productrices d'une hormone caractéristique chez le mâle, la testostérone. Voilà. Et vous avez bien sûr toujours des capillaires sanguins qui vont réceptionner l'hormone, donnant le caractère secondaire chez l'homme. Là, dedans, un tube séminifère, d'une manière centripète, vont évoluer les spermatogonies en spermatocyte 1, puis spermatocyte 2, puis spermatide, donnant les spermatozoïdes qui présentent une tête et une queue. Voilà, une queue. Et vous avez un cou là. On verra le détail par la suite concernant ce cou. Alors, la production, elle se fait d'une manière continue. D'une manière continue, nous avons bien sûr au niveau de chaque libération de spermatozoïdes quelques 5 millions, à peu près 5 millions de cellules sexuelles qui vont être bien sûr libérées chaque fois quand il y a une libération de ces cellules, contrairement à une seule cellule, un ovule, durant bien sûr l'ovulation chez la femme. Donc vous avez des détails ici, vous allez essayer de regarder toutes les indications qu'on vous a données. C'est la page 3. La page 4, et bien tout simplement, vous avez une coupe faite longitudinale au niveau du testicule ici. Vous avez bien sûr pelotonné les tubes séminifères. Voilà. Là, vous avez des tubes séminifères entre les cellules interstitielles, et en plus grand, vous avez bien sûr la deuxième partie de cette coupe. Et là, vous avez bien sûr un schéma évolutif, un schéma comparatif concernant la spermatogénèse et l'ovogénèse. Donc, un spermatogonie, cellule sexuelle, durant la division, elle va nous donner bien sûr 4 spermatides. Et chaque spermatide va se différencier en spermatozoïdes. Donc, on passera d'une spermatogonie à un spermatocyte 1, un spermatocyte 2 et un spermatide 1. Et la prochaine fois, on vous donnera bien sûr des détails concernant bien sûr la première mitose réductionnelle, pas équationnelle, la première partie de la méiose réductionnelle, où la prophase 1 présente des détails très importants que vous allez étudier en détail en génétique. C'est-à-dire, on parlera bien sûr de 2 brassages. Un brassage intrachromosomique, c'est-à-dire un crossing ovaire s'effectuera entre les chromosomes homologues pour qu'il y ait des échanges de caractères, des échanges de segments, des échanges de segments. Et là, bien sûr, je vous rappelle que hier, il y a 2 chercheurs ont reçu le prix Nobel concernant bien sûr l'intégration d'un gène au niveau d'un chromosome. Ça a été raconté hier. Aujourd'hui, nous sommes le 8 octobre. Et bien, le 7 octobre,
deux chercheuses, deux médecins, c'est des biologistes, des médecins biologistes. Ils ont bien sûr fait un travail extraordinaire que M. Bagdad vous expliquera en deuxième année en génétique, de génétique. Donc on discutera concernant cette prophase 1 qui va se situer au niveau de la première mitose réductionnelle. Et vous avez une mitose équationnelle, d'accord. En arabe, on parle de inqisam irtizali ou inqisam mutasawi. Et là, vous avez des spermatides qui vont bien sûr subir une transformation et ils vont devenir ces cellules sexuelles, voilà, mûres. C'est des spermatozoïdes humains qu'on a pris en photo au niveau, bien sûr, du microscope, dont on voit, bien sûr, ici l'acrosome. Vous avez la tête, vous avez le cou et vous avez la tête. Vous avez ici 5 cellules sexuelles et là, vous avez bien sûr le dernier schéma où on vous montre bien l'acrosome que M. Nahar vous donnera quel va être son effet. Bien sûr, le noyau qui se trouve au niveau de la tête, et là vous avez une pièce intermédiaire ou le cou, où bien sûr vont se rassembler des mitochondries, très important cette présence de mitochondries au niveau de cette tête, et la queue, pour pouvoir bien sûr faire déplacer le spermatozoïde au niveau bien sûr de l'oviducte, pour qu'il y ait une fécondation. Voilà, concernant bien sûr le TP qui était prévu au niveau de notre laboratoire. Maintenant, concernant le cours, concernant bien sûr concernant l'homme, eh bien, maintenant on va passer bien sûr au cours, concernant l'embryologie. On va parler de la gamétogénèse. Ce qu'on avait brièvement discuté, les appareils reproducteurs, et la manière dont, comment sont produites les cellules sexuelles, qu'on appelle les cellules germinales. Alors, c'est important ces caractères. Vous avez 5 caractères là, les caractères généraux des gamètes. Suivez très très bien ce que vous avez devant vous ici. Les gamètes possèdent 5 propriétés caractéristiques. La première propriété, eh bien, ces cellules sexuelles appartiennent à une lignée cellulaire particulière, la lignée germinale. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la lignée germinale? On parle de cellules sexuelles qui ont certains caractères, contrairement bien sûr aux cellules somatiques, comme les cellules de la peau, les cellules hépatiques, etc. Ça, on les appelle des cellules, bien sûr, somatiques. Mais ce qui va nous intéresser, nous, la lignée germinale, c'est les cellules sexuelles qui s'isolent très rapidement, dès les premières divisions de l'œuf. L'isolement, c'est-à-dire la libération des spermatozoïdes, la libération de l'ovule. Ce sont des cellules qui doivent être libres de notre corps pour qu'il y ait bien sûr une fécondation et bien sûr en embryologie il y a un être qui va naître, qui va s'isoler de la maman. Voilà le premier caractère, donc la lignée germinale. Deuxième caractère, ils sont élaborés au cours d'une évolution spéciale, la gamétogénèse, au cours de laquelle ils deviennent haploïdes. Haploïdes, c'est-à-dire vous avez une réduction du nombre de chromosomes, c'est-à-dire chez la femme, au niveau de l'ovule, il faut qu'il y ait N chromosomes, c'est-à-dire la moitié de 46, voilà, et chez l'homme, il faut la deuxième moitié pour qu'il y ait un appariement lors, bien sûr, de la fécondation, un appariement, c'est-à-dire les chromosomes maternels vont épouser les chromosomes paternels. Donc chaque cellule sexuelle doit être haploïde, haploïde. وحديث الصيغة الصبغية ماشي ثنائية الصيغة الصبغية. Alors il s'agit là d'une qualité essentielle dont dépend la reconstitution après la fécondation du nombre diploïdes caractéristique de l'espèce. Voilà la deuxième
le deuxième caractère. Troisième caractère, ils sont capables de s'individualiser en se séparant de l'organisme qui les a élaborés. C'est-à-dire que ce sont des cellules qui vont s'individualiser. Ils vont acquérir leur propre caractère. Quatrième propriété, le destin commun du gamète mâle et du gamète femelle aboutit à la fécondation. Donc, pour produire un être vivant, il faut bien sûr que la liaison du gamète mâle avec le gamète femelle. Donc, les deux cellules vont avoir un destin, c'est-à-dire leur union, grâce à une fécondation que M. Nahan vous expliquera en détail. Celle-ci réalise la fusion des deux gamètes de sexes différents, point de départ des nouveaux êtres, chez lequel est rétabli le nombre diploïde de chromosomes. Et bien sûr, le dernier caractère, les gamètes sont des cellules totipotentes. N'oubliez pas ce mot, important. La totipotence. Les gamètes sont des cellules totipotentes. Qu'est-ce que c'est une totipotence? Regardez, quand vous avez affaire à une cellule de la peau, quand vous avez affaire à une cellule sexuelle, c'est-à-dire une cellule œuf, c'est les mêmes cellules, présentent les mêmes chromosomes, mais une cellule somatique, une cellule de la peau, quand elle va se diviser, elle se divise, cette cellule, en mitose, pour donner les mêmes cellules que des cellules de la peau. Par contre, les cellules sexuelles, elles se divisent non pas par mitose, par méiose. Par méiose et d'une, et elle va donner, bien sûr, non pas les mêmes cellules, elle va donner un être vivant à différents organes. Vous savez, à un certain moment, M. Nahar va vous expliquer tout ça, après une certaine multiplication de cette cellule œuf, il va y avoir une différenciation après 6 jours. C'est-à-dire, quand on va aboutir à un certain stade de développement, eh ben, les cellules, il y a 16 cellules ou bien 32 cellules qui vont se différencier et chacune d'elles va produire un organe. Voilà qu'est-ce que c'est, bien sûr, une totipotence concernant les gamètes. Elles sont capables de reconstituer un être complet en lui apportant toutes les caractéristiques de son espèce. Donc les gamètes de sexes différents peuvent être soit semblables entre eux, il s'agit d'isogamie, fréquente chez les protozoaires, soit plus ou moins dissemblables entre eux. On parle alors d'anisogamie. Donc tout ça, des détails vont suivre pour pouvoir bien sûr les différencier. Ces deux cellules, ces deux différentes cellules, les cellules bien sûr somatiques, et bien sûr ce qui va nous intéresser le plus, ce sont les cellules germinales.